bonjour à tous. Du coup, je suis Mathieu Emmanuel, je suis psychomotricien au CRA Languedoc-Roussillon et sur l'unité de pédopsychiatrie du CHU de Montpellier et je fais également partie du CEAND. Et c'est dans ce cadre-là en fait que je vous présente cette première présentation du CEAND en fait, qui a pour but de vous brosser très rapidement un petit peu comment on peut utiliser les sciences du mouvement humain dans la recherche, mais pas que dans la recherche au final, et également dans la clinique, au niveau du trouble des neurodéveloppements en général et dans l'autisme en particulier. Pour ce faire, je vais vous détailler en fait un petit peu certaines théories du contrôle moteur que j'utilise en tant que psychomotricien, mais pas que. Et je vais essayer d'illustrer ça auprès de deux pathologies. D'un côté, le trouble développemental des coordinations et juste après, deux petits focus au niveau du trouble du spectre de l'autisme pour voir un petit peu à partir comment on peut s'en servir. L'idée là, ça va être que pour la motricité, en termes de sujet d'étude, c'est intéressant pour l'aspect recherche, c'est-à-dire que le fait d'étudier la motricité, ça peut peut-être nous permettre de mieux comprendre certains troubles du neurodéveloppement. En tout cas, d'envisager certaines facettes à la fois pour les aspects diagnostiques, mais également pour les aspects de remédiation, mais également sur les aspects cliniques, c'est-à-dire que en tant que clinicien, on a une double en fait préoccupation qui est comment diagnostiquer au mieux, c'est-à-dire sur quels signes ça peut sentir, quels sont ceux qui sont les plus susceptibles de permettre de faire un diagnostic qui est fiable. Et d'autre part, c'est une fois que ce diagnostic est posé, qu'est-ce qu'on peut faire également comme intervention, comme remédiation pour que notre patient aille mieux. Donc, et je pense que ces aspects de motricité permettent de répondre à une partie de ces questions. Alors, au niveau du contrôle moteur, donc la question qu'on se pose, c'est nos patients ou même les personnes d'une manière générale font des gestes et il faut que nos gestes soient efficaces. Donc, comment on peut expliquer qu'un geste qu'on produit puisse être efficace, puisse aboutir au résultat qu'on veut? Donc là, on a trois grands modèles théoriques dans la littérature par rapport à ça. On a le modèle cognitif qui en général est le plus commun. Et celui qui est le plus utilisé. Alors, je vous recommande également de couper les micros, s'il vous plaît, pour cette première partie. Ça permettra de diminuer les interférences. Merci à vous. On a deux modèles qui sont fortement liés. Ce n'est pas exactement les mêmes choses, mais ils partagent un certain nombre de concepts qui sont le modèle écologique et le modèle dynamique. Donc, je vais commencer par vous présenter ces modèles-là, puis on va voir un petit peu au niveau des pathologies, au niveau des troubles du neurodéveloppement, comment effectivement on peut s'en servir. Hop là, j'admets au fur et à mesure. Donc le modèle cognitif, c'est ce que vous devriez à peu près avoir en tête pour la majorité d'entre vous. Dans ce modèle-là, en fait, si jamais je simplifie à chaque fois, on se représente un endroit, un environnement, on se représente et on perçoit à la base, qui permet de construire une représentation cognitive. Suite à cette représentation cognitive-là, on va programmer un geste qu'on espère efficace et on va produire ce geste-là. D'accord ? Dans cette manière de voir effectivement la motricité, le cerveau est vraiment considéré comme un ordinateur qui va programmer les gestes et qui va servir des références sensorielles pour ajuster le geste et pour apprendre par essai-erreur au fur et à mesure de la motricité jusqu'à devenir très performant. D'accord ? Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais ça a coupé. Ah, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui partagent ? Est-ce que vous voulez que je revienne là-dessus ? Peut-être que je peux revenir tranquillement dessus. Oui. Donc, ici, tout fonctionne bien. Ici, tout fonctionne bien. Pour ceux pour qui ça a coupé un petit peu, je vais juste revenir très rapidement. Dans ce modèle-là cognitif, nous représentons, nous percevons avec les différents canaux sensoriels, en fait, notre environnement et nous-mêmes. Nous pouvons en constituer une représentation cognitive à la fois de l'environnement, mais également de nous, avec nos spécificités au moment où on en a besoin, qui nous permet de programmer un ou plusieurs gestes efficaces et donc de faire les actions, les gestes. Et dans ce modèle-là cognitif, le système nerveux central est considéré comme un ordinateur qui programme. Ça, c'est vraiment l'idée force de ce modèle cognitif. Là-dedans, dans ce modèle-là, plus vous répétez votre geste,
plus vous pratiquez votre motricité et plus vous êtes compétent. Puisque grâce aux boucles sensorielles, en fait, vous ramenez de l'information au cerveau qui, lui, peut de plus en plus calibrer, qui envoie un geste de plus en plus performant, qui renvoie d'informations. Et ça fait comme ça une boucle d'amélioration un petit peu continue. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le modèle cognitif, vraiment résumé. Il y a plein d'autres modèles qui existent, mais j'ai voulu le résumer parce que 20 minutes, c'est vraiment très, très court. Après, on a les deux autres théories, le modèle dynamique et le modèle écologique. Alors, je vais surtout développer le modèle dynamique ici, qui prennent un petit peu le contre-pied du modèle cognitif. C'est ça d'ailleurs qui est intéressant. Dans ce modèle-là dynamique, en fait, l'idée, c'est que déjà, il n'y a pas de représentation cognitive et il n'y a pas de programmation pour nos gestes. Donc, vous voyez qu'on est déjà à l'opposé. Alors, comment ça se place? En fait, cette théorie dynamique, elle se concentre sur les systèmes qu'on appelle complexes, c'est-à-dire les systèmes où il y a beaucoup d'éléments qui interagissent entre eux, comme par exemple notre corps. Notre corps, il y a beaucoup d'éléments, les différents os qui sont reliés par les tendons, qui sont également reliés par nos muscles, tout ça interagit. Et en fait, c'est la somme des différents éléments du système qui permet une auto-émergence de gestes suivant les contraintes qu'on applique au système. Là, notre système, c'est le corps. D'accord? C'est vraiment dans ce cadre théorique-là. Donc, tout va se faire par des jeux de contraintes qui vont faire auto-émerger certains gestes. Donc, il n'y a pas besoin d'y penser là-dedans. Je vais y revenir. Donc, il y a deux maîtres mots au niveau des systèmes dynamiques. L'auto-organisation, c'est-à-dire que le corps va s'auto-organiser pour produire un certain type de geste avec des systèmes d'auto-assemblage, c'est-à-dire qu'il y aura des synergies musculaires qui vont se mettre en place. Alors, une expérience assez classique pour le montrer, c'est cette expérience-là, peut-être que vous connaissez de quel saut. Si jamais vous ne connaissez pas, vous pouvez essayer de le faire très rapidement. Donc, vous mettez ici, comme dans l'image qui est à droite, c'est-à-dire que vous allez pivoter vos deux index, vous tendez les bras comme ça, vous tendez vos index, vous mettez les deux index sur un côté, par exemple le côté droit, puis après du côté gauche, droit, gauche, et vous allez comme ça de plus en plus vite. Très, 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 très vite. Et logiquement, si tout se passe bien et que vous allez vraiment vite, que vous jouez le jeu, vous devriez atterrir dans la coordination que vous voyez ici, où là, les deux index soit sont tous les deux en bas, puis tous les deux en haut, tous les deux en bas et tous les deux en haut. Quand vous faites ça, cette petite expérience-là met un petit peu à mal les théories cognitives, puisqu'en fait, vous aviez programmé le premier geste, et en fait, en augmentant la vitesse, vous avez abouti au deuxième geste que vous n'avez pas du tout programmé. Ce qui veut dire que certaines formes de gestes n'ont pas besoin de programmation. Et c'est d'ailleurs ce que nous disent ces théories dynamiques. Vous voyez juste à côté ici une manière de se représenter ce que vous venez juste de faire avec vos index, avec ici, dans ce schéma, là, les rapports en fait qu'on peut avoir. Hop. Oui, tout à fait. Alors là, effectivement, quand vous êtes dans la... Je regarde le chat. Quand vous êtes ici, c'est vraiment l'antiphase et là, c'est en phase dans le rapport, effectivement, de coordination. Ce qu'on voit ici, c'est que quand vous êtes au tout début de l'expérience à 180 degrés relatifs, on va simplifier ici, il faut imaginer votre motricité, c'est comme une petite bille, en fait. Quand elle tombe ici dans l'espèce de trou, là, eh bien, elle est assez stable, elle peut y rester. Et puis, vous voyez qu'il y a un deuxième trou qui correspond à la deuxième partie de l'expérience, quand vous alliez vraiment très vite, que les deux index étaient en bas ou les deux index étaient en haut, qui est encore plus stable. Parce que l'un des autres concepts clés, c'est la stabilité, c'est-à-dire le fait de résister aux contraintes qu'on peut appliquer sur le système. Et ce que l'on voit, c'est que la vitesse, en fait, change la forme de la courbe. Et la courbe se lie dans ce cas-là en profondeur. Et on voit que ce qui était ce qu'on appelle un attracteur ici, c'est-à-dire une forme de coordination très stable en antiphase, c'est-à-dire les deux index qui sont un debout, un penché, un debout, un penché, devient très instable, voire quasiment impossible à maintenir ici dans une certaine vitesse critique. Et donc, vous êtes obligé de faire la deuxième coordination quand vous allez vraiment très, très vite. Alors, une fois qu'on a dit ça, bon, très bien. Il y a d'autres choses à dire sur les systèmes dynamiques, notamment sur que les contraintes ne sont pas forcément que la précision et la vitesse d'un geste, mais également la volonté que vous appliquez pendant que vous faites votre motricité, les émotions que vous ressentez et également des aspects de cognition, c'est-à-dire les aspects, quand vous réfléchissez à votre geste, vous pouvez influencer ce qu'on appelle un paysage dynamique, c'est-à-dire la courbe que je vous ai montrée tout à l'heure.
Alors, l'implication que ça peut avoir, ces éléments-là, par rapport à un premier trouble, un trouble du neurodéveloppement, qui est le TDC, le trouble développemental des coordinations. Donc, ce trouble développemental des coordinations, c'est la nouvelle appellation DSM-5 que vous devez connaître pour parler des dyspraxies, ex-dyspraxie ou dyspraxie de développement. Alors, qu'est-ce que c'est que ce trouble-là? Donc, c'est un trouble du neurodéveloppement, ça tombe bien, c'est notre sujet. Et en fait, c'est une maladresse anormale qui peut toucher l'exécution motrice, c'est-à-dire que la personne sait faire un mouvement, mais quand il exécute, il n'est pas tout le temps compétent. Et c'est également une difficulté à acquérir de nouvelles coordinations motrices. Donc, ça touche également la capacité d'apprentissage. Ce trouble-là est un petit peu particulier, notamment pour les aspects diagnostiques, parce que c'est un tableau extrêmement hétérogène suivant les patients, qui peut aller de la simple lenteur d'exécution et ou simple lenteur d'apprentissage à l'incapacité totale d'exécuter correctement le geste ou une incapacité totale à apprendre le geste. Il y a autre chose qui rend le tableau très hétérogène, c'est que le trouble peut toucher une seule activité. Par exemple, notre patient a beaucoup de mal à apprendre à écrire, mais il peut très bien apprendre à faire ses lacets ou à faire du vélo correctement. Ou ça peut toucher toutes les coordinations humaines, c'est-à-dire que la personne elle a beaucoup de mal à réaliser correctement ses lacets, elle a beaucoup de mal à apprendre à couper couteau-fourchette ou à shooter dans un ballon de foot. Donc en fait, ça rend un petit peu le diagnostic du TDC assez compliqué. Et en termes d'explication, c'est un petit peu difficile également de se représenter. Il y a autre chose également de difficile, c'est que le TDC, il peut échouer la même coordination de plein de manières différentes. Et de temps en temps, il peut réussir un des essais. Ça arrive fréquemment. Hein. Et d'ailleurs, moi je travaille en pédiatrie, et d'ailleurs les parents d'enfants TDC, souvent ce qu'ils me disent, ben voilà, monsieur Mathieu, vous me dites qu'il y a ça, mais de temps en temps, il y arrive à le faire correctement. Il arrive, et puis l'autre fois, il ne le fait pas. Donc la variabilité, c'est quelque chose d'attendu et c'est compliqué quand on a uniquement les théories cognitives en tête à expliquer au niveau des parents. Alors, comment on peut l'expliquer d'une autre manière? Bon, ça, c'est quelque chose que je vous ai mis, comment les limites du modèle cognitif par rapport au TDC. Logiquement, dans les théories cognitives du contrôle moteur, plus vous faites la coordination, plus vous vous améliorez, puisque vous programmez à chaque fois. Or là, les répétitions n'aident pas. Donc, autrement dit, ce modèle-là qu'on avait tout à l'heure, je perçois, je me représente, je programme, j'agis, et quand j'agis, ça modifie mes perceptions, et donc j'améliore mes représentations, et donc j'améliore mes programmations, ça ne marche pas bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au TDC avec les théories dynamiques? Donc là, je vous ai mis, alors j'ai parlé d'enfants parce que je travaille en pédiatrie, mais c'est valable également pour les adultes. Vous vous rappelez, ça c'est la courbe qu'on avait tout à l'heure, qu'on va se représenter encore pour notre coordination comme ça, bimanuel, avec un seul index, d'accord, avec nos deux attracteurs ici. L'enfant sain, il est là, et j'ai mis un enfant TDC lambda, d'accord. Donc, ce qu'on voit déjà, hop là, tac, ici, c'est que les attracteurs naturels qu'on voit chez le sain, ils sont toujours présents chez le TDC, mais ils sont moins, entre guillemets, creusés, c'est-à-dire qu'ils vont moins vers le bas. Or, plus un attracteur, entre guillemets, est creusé graphiquement, et plus il est stable aux contraintes. Ce qui veut dire que notre enfant TDC, il ne faut pas grand-chose dans son environnement au niveau émotionnel ou au niveau cognitif pour que sa coordination, elle change du tout au tout. Ça, c'est la première constatation quand on étudie ça. Vous avez un premier papier de 2000, vous voyez que c'est assez ancien. Hein. Et on a une deuxième constatation. On a également des attracteurs surnuméraires chez le TDC, ici et ici, c'est-à-dire un attracteur, c'est une forme de coordination particulière qui n'existe pas chez le sain. Alors nous, les psychomotriciens, quand on bilante les TDC, qu'on le cherche, on utilise notamment le MABC2 et une des tâches du MABC2, c'est de mettre pour les enfants les plus jeunes des pièces dans une boîte, dans une tirelire. Et typiquement, le TDC, ce qu'il va faire, c'est qu'il va saisir les pièces de plein de manières différentes pour les mettre dans la boîte. Et chaque manière de saisir la pièce différente correspond à un attracteur. Alors que les enfants sains, très rapidement, au bout de 2-3 essais, ils vont stabiliser une seule forme de saisie et ils vont continuer avec. Donc, vous voyez que cette représentation dans les théories dynamiques, elle nous permet d'une part de plus facilement expliquer aux parents pourquoi leur enfant, de temps en temps, il y arrive, mais que ça ne garantit pas qu'il va y arriver plus tard. Et donc, ce n'est pas que l'enfant, il est feignant ou il ne veut pas, hein, c'est simplement constitutif du trouble. Et pourquoi les stratégies par répétition vont moins bien aider. Donc, ça va également impacter les aspects d'intervention. Bon, pour les
Pour tout ce qui est du TDC, je vais m'arrêter un petit peu ici pour vous faire une première illustration. Et au niveau clinique, au niveau de l'évaluation, quand j'ai les modèles dynamiques en tête en tant que psychomotricien, je vais essayer de regarder moi aussi les variabilités de mouvement au niveau moteur, puisque ce sera une des marques qu'on aura en système dynamique de ce trouble-là. Donc moi, en tant que clinicien, c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser, que je n'aurais pas si je me appuie uniquement sur les théories cognitives. Au niveau du TSA, donc dans le TSA, un des troubles caractéristiques, c'est tout ce qui est interaction-communication. Et dans la communication-interaction, pour la motricité, ça sera essentiellement les aspects non verbaux qui vont m'intéresser et dans ce qu'on appelle également les aspects de synchronisation. C'est-à-dire que quand vous bougez avec quelqu'un, vous êtes en interaction, vous discutez, logiquement, vos mouvements se coordonnent. D'accord? Et cette coordination motrice, elle peut s'étudier également avec les théories cognitives. Donc, on a différents papiers pour expliquer qu'est-ce que c'est que la synchronisation. Donc là, vous avez une première définition de Pikowski et collaborateurs où c'est le fait que deux objets qui soient oscillants aient des rythmes qui s'ajustent dus à leurs interactions. Typiquement, au niveau humain, c'est deux personnes qui sont côte à côte et qui marchent. Au bout d'un moment, la marche des deux personnes va se synchroniser et ils vont marcher d'un même pas. Ça, c'est un phénomène naturel que vous devez déjà avoir observé. Quand on étudie la synchronisation au niveau humain, très souvent, on prend des centres d'intérêt, des segments corporels, et chaque segment corporel peut faire un bout de cercle ou de sphère, et c'est comme ça qu'on peut étudier. Voilà, on considère du coup que les segments corporels sont assimilés à des oscillateurs, c'est-à-dire des objets qui sont oscillants, et on va comparer les fréquences d'oscillation de l'un et de l'autre pour voir s'ils sont ajustés, ils sont synchronisés. Le lien qu'on peut avoir entre deux personnes qui parlent, c'est notamment auditif, parce qu'ils parlent et ils écoutent, mais également visuel, parce qu'ils se voient. Et ce lien perceptif, essentiellement ici au niveau auditif et visuel, c'est ce qu'on appelle le couplage. Donc, on va l'étudier en mettant en courbe en fait ce qui se passe dans des courbes que je vous montre. Ici, là, vous voyez que les courbes ont exactement le même tracé. Donc, il y a une première personne qui est en vert clair, une deuxième personne en noir. Et vous voyez qu'ici, ça suit exactement. Donc là, ils sont synchronisés dans ce qu'on appelait en phase. Donc, pour nos index, c'était les deux en bas, les deux en haut, c'est pareil. Mais on a également une synchronisation qu'on appelle en antiphase, que vous avez entouré ici en bleu. C'est la première coordination au niveau des index, ça correspond un petit peu à ça. En général, ce qui est dit dans la littérature, quand on est synchronisé en interaction, c'est qu'on a tendance à être beaucoup plus synchronisé en ratio de temps, en phase qu'en antiphase. Du coup, je vais vous montrer un premier exemple de recherche qui est assez ancienne, mais que je trouve assez jolie pour étudier ça. Voici, donc c'est une recherche de 2013. Donc là, on essaie de mesurer la capacité à se synchroniser d'enfants TSA par rapport à leurs parents. Comme on doit mesurer des mouvements oscillants, et pour faciliter un petit peu la vie des chercheurs, on place et l'enfant et le parent sur des rocking chairs, qui peuvent donc osciller sur eux-mêmes, d'accord? Et on compare des couples parents-enfants TSA avec parents et enfants typiques associés du même âge et du même niveau intellectuel. Ce que fait le parent, c'est qu'il lit une histoire en se balançant sur son rocking chair, sauf que le parent, lui, il est relié à un métronome qui lui donne la cadence à laquelle il doit osciller. L'enfant, par contre, lui, est libre et peut osciller à la vitesse qu'il veut. Bien sûr, on n'a pas du tout dit ce qu'on veut mesurer avant. Donc là, ce qu'on mesure, c'est comment l'enfant peut se synchroniser aux parents, sachant que le parent, lui, ne peut pas se synchroniser à son enfant parce qu'il doit suivre le métronome. Et quand on regarde un peu la distribution et qu'on compare les pères parents-enfants TSA et les pères parents-enfants typiques, ce que l'on peut voir, c'est qu'au niveau du 0%, vous voyez ici, là, il y a une grande différence entre les typiques qui ont un taux de synchronisation largement supérieur aux enfants TSA. Alors, l'implication que ça a, c'est quoi? C'est qu'effectivement, c'est beaucoup plus simple que ce soit vous, adultes, qui vous synchronisez corporellement avec votre petit patient TSA que d'attendre que votre patient TSA se synchronise à vous, entre autres. Je vous montre une dernière illustration au niveau du TSA qu'on a commencé à utiliser dans la cohorte ELENA sur la synchronisation. Donc là, en fait, on s'est servi, donc il y a d'autres études qui existent outre-Atlantique comme ça, de vidéos d'ADOS, notamment des ADOS, de l'ADOS 2, où en fait, ce sont des discussions entre le clinicien et le participant. Et en fait, il y a un logiciel qui a été conçu par Richard Schmidt qui permet de diviser l'écran en deux, où on peut isoler d'un côté le mouvement du participant
avec les mouvements du clinicien. Et on va regarder si les mouvements se synchronisent, à quel moment ils se synchronisent et quel est le taux de synchronisation entre les deux. Et une fois qu'on a le taux de synchronisation, on va pouvoir comparer le taux de synchronisation de ce participant-là avec d'autres scores qu'on a à disposition dans le diagnostic. Notamment, on va le comparer avec ce qui est Vineland. Alors là, c'est une recherche qui n'a pas été faite sur notre cohorte, notamment avec Paula Fitzpatrick, qui a beaucoup étudié, grâce aux théories dynamiques, tout ce qui est le TSA, qui continue d'ailleurs à le faire. C'est pour des enfants de haut niveau, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de déficience intellectuelle. On voit que, effectivement, il y a un lien entre le taux de synchronisation et le score de comportement restreint et répétitif de la dose 2, d'une part. Et on voit également qu'il y a certaines parties des compétences sociales qui sont embodied en anglais, c'est-à-dire qui sont incorporées, qui sont soutenues par les aspects de motricité et de synchronisation corporelle. Donc là, ce sont les différents types de choses qu'on va mesurer, puisqu'on calcule des scores de synchronisation. On va notamment les comparer avec des scores d'ADI pour la trajectoire et de Vineland 2 sur les capacités adaptatives. Donc là, ce type de recherche-là est encore, sous presse, va être faite. Mais vous voyez qu'il y a différents aspects où on peut, peut-être que le fait d'utiliser comme ça, de mesurer le taux de synchronisation, notamment pendant les ados, permettrait à moindre coût d'avoir un élément supplémentaire pour appuyer les aspects diagnostiques et éventuellement réfléchir sur des aspects un petit peu novateurs d'intervention et de prise en charge. C'est-à-dire, est-ce que, quelque part, on pourrait imaginer des processus d'intervention qui permettraient d'améliorer cette capacité de synchronisation interpersonnelle motrice? Et si oui, on pourrait proposer, du coup, aux personnes TSA, effectivement, des choses un petit peu comme ça, choses qui ne sont pas encore proposées à l'heure actuelle, à ma connaissance, dans le champ des interventions. Je vous remercie de votre attention. Je pense que je vais respecter le timing. Et du coup, je vais couper, hop là, je vais couper la présentation et l'enregistrement et je suis à vous pour 10 minutes de questions, voire un petit peu plus si vous le souhaitez. Voilà, je pourrais revenir parce que j'ai bien conscience que je suis allé extrêmement vite. Merci à vous.